Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des rêves et de leur interprétation. Les rêves, ils sont souvent fascinants et il arrive très régulièrement quand on se réveille, qu'on se demande à quoi rime, ce à quoi on a rêvé ou les images qui nous restent. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés, d'interprétation pour que vous puissiez un peu décoder vos rêves. Alors ces clés, elles sont issues de mes différents apprentissages, donc l'interprétation des rêves en psychanalyse jungienne, la gestalt-thérapie, l'analyse transactionnelle. Elles sont aussi, issues de mon expérience parce que, en 32 ans de pratique, j'en ai entendu et j'en ai vu passer des rêves, voilà, qui sont souvent fascinants, éclairants, aidants. Donc voilà, j'aimerais vous donner quelques règles. Alors la première règle, qu'il est, intéressant d'avoir en tête, c'est que les rêves ont 2 grandes fonctions. La première fonction, c'est une fonction de compensation, c'est-à-dire, j'ai faim, je rêve que je mange, j'ai envie de rencontrer un partenaire ou une partenaire amoureux et je rêve que je le fais, d'accord? La deuxième fonction, qui est intéressante aussi, c'est la fonction de commentaire. Par exemple, en réunion, tout d'un coup, je trouve plus quoi répondre et la nuit suivante, je rêve d'un âne, qui trouve plus d'herbe à brouter. D'accord? Là, le commentaire est assez clair. Bon. Parfois, on ne comprend rien du tout et on a l'impression que le rêve est totalement absurde et qu'on ne peut rien en tirer, que c'est, comme ça un petit désordre parce qu'on a mangé trop de chocolat la veille au soir. Bon. Dans tous les cas, la première couche d'interprétation est intéressante. Compensation, ça nous indique quelquefois des besoins qu'on n'a pas bien repérés ou que des besoins affleurent, hein. Commentaire, c'est souvent confrontant ce commentaire, mais ça nous raconte des choses sur la situation qu'on vient de vivre. Quelquefois c'est littéral, c'est simple, quelquefois c'est absurde. On peut avoir dans les 2 cas l'envie de laisser tomber. Ça peut être intéressant de faire un zoom avant et de regarder ce que ça pourrait nous dire d'autre. Souvent les rêves sont des millefeuilles. Il y a des couches d'interprétation, j'ai envie de dire littérales. Le monde extérieur, c'est le monde extérieur. La situation représentée, ça représente la situation qu'on a vécue dans l'extérieur, et cetera. Et puis, il y a des couches d'interprétation qui parlent plus de nous et de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, d'autant que Carl Gustav Jung disait que, et Frank Lobvet le dit aussi, hein, que si on veut voir notre inconscient, il suffit de regarder notre monde extérieur, en sachant qu'au-delà de certains éléments objectifs, si on compte le nombre de chaises dans une pièce, on va tomber sur le même nombre de chaises chacun. Notre façon de percevoir les chaises est éminemment subjective et donc parle de notre subjectivité et de notre inconscient. Donc, en résumé, si je veux savoir où est mon inconscient, comment est mon inconscient, j'ai qu'à regarder comment est le monde extérieur, ce que je pense des gens, en général, je le pense secrètement de moi, etc. etc. Bien. Donc, le rêve, il peut parler de situation objective, et puis tout de suite en dessous, il va parler de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mon psychisme. Là, j'ai eu envie ce matin de vous donner quelques grandes directions d'interprétation pour orienter, éclaircir, amorcer la compréhension qu'on a de nos rêves. Alors, premier élément, je viens de le dire, on va le dire de façon plus ramassée, comme on le dit en gestalt-thérapie, chaque partie du rêve représente une partie du rêveur. Hein. Si je rêve de personnages, d'animaux, de paysages, de bâtiments, d'éléments comme un objet, toutes ces parties du rêve représentent des parties de moi. La question à se poser, c'est de quelle partie de moi ça parle? Ça peut être parfois, j'ai un papier pour rien oublier, hein, c'est ça que vous voyez passer, ça peut être parfois désagréable ou confrontant. Voilà, il y a des parties de moi que j'ai pas forcément envie de regarder, ou il y a des parties de moi qui me font peur. Un rêve classique, c'est le rêve où je suis poursuivie par un être malveillant qui veut ma mort.
je suis le personnage qui est poursuivi. Souvent dans le rêve, c'est moi tel que je me vois dans le miroir. Mais je suis aussi ce personnage que je vis comme malveillant et qui veut ma mort. Ce personnage, il peut être intéressant à rencontrer, il peut être intéressant d'établir un dialogue avec lui, parce qu'en fait, en général, c'est un élément de mon inconscient. Euh, il arrive, alors ce personnage noir est une chose, mais il arrive qu'on rêve de personnages qu'on trouve idiots, désagréables, qu'on va juger péjorativement, etc. Souvent, la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, ce personnage représente les parties de moi que je n'accepte pas, que souvent je juge chez les autres et que les psychanalystes jungiens appellent mon ombre, hein, c'est-à-dire la partie de moi que je rejette, que je n'admets pas, que je n'accepte pas. Le boulot là étant de reconnaître que ça existe chez moi, de l'accepter et bien souvent d'en tirer des richesses que je m'interdisais. Je pense à une patiente, par exemple, qui, dans ses rêves, mettait souvent en œuvre un personnage féminin extrêmement prétentieux. À un moment donné, elle a accepté de voir que ce personnage féminin, c'était elle-même, en tout cas une partie d'elle-même, et qu'en effet, la prétention, c'était quelque chose qu'elle ne supportait pas chez les autres. Donc, qu'elle s'interdisait. Et à travers cette prétention qu'elle s'interdisait, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de beaucoup plus se reconnaître dans ses aspects positifs. Vous voyez, dans l'ombre, il y a bien souvent des richesses. L'autre richesse étant d'admettre que les défauts que je brocarde ou que je juge chez les autres, je les ai aussi et que je suis un être humain imparfait, que je ne suis pas tout le temps dans le clan du bien et que les clans du bien et du mal sont au final des valeurs assez relatives. Une fois que j'ai admis toutes ces parties de moi, en fait, ça libère mon choix d'agir comme bon me semble et d'être la personne que j'aime ou que j'ai envie d'être. Beaucoup plus que s'il y a une force en moi, dans mon inconscient, qui agit à mon insu. D'autres clés. Quand je rêve d'animaux, il s'agit souvent de mouvements naissants en moi qui ne sont pas encore bien humanisés, qui ne sont pas encore bien secondarisés, pour parler comme une psy. C'est intéressant à regarder, à accueillir, à percevoir, parce que ça parle des choses nouvelles qui sont en train de naître en moi. Souvent, mais pas toujours, hein, rien n'est systématique. Voilà. Souvent, quand je rêve d'une maison, il est intéressant d'imaginer que je rêve de mon moi, de la structure de ma personnalité. Souvent, c'est intéressant, par exemple, dans les rêves de maison, de découvrir des pièces qu'on ne connaissait pas, hein, ou de se promener dans des dédales qu'on n'avait jamais traversés. Ça raconte le travail sur soi qu'on est en train de faire. Souvent aussi, souvent, mais pas toujours, quand je rêve d'un immeuble ou d'une habitation collective, je rêve soit de ma lignée, surtout quand je rêve d'étages, soit des groupes dans lesquels je suis inclus et que je fréquente. C'est intéressant de regarder ce que j'y raconte. Souvent aussi, quand je rêve d'un groupe d'hommes, je rêve du principe masculin, ça me parle du principe masculin. Quand je rêve d'un groupe de femmes, ça me parle du principe féminin. À l'inverse, quand je suis un homme et que je rêve d'une femme, ça peut me parler de ce que les Jungiens appellent mon anima, c'est-à-dire la partie de l'inconscient de l'homme qui est féminine. À l'inverse, quand je suis une femme et que je rêve d'un homme, ça peut me parler de mon animus, c'est-à-dire de la partie de mon inconscient qui est masculine, hein, de l'autre polarité sexuée en moi. Quand je suis un homme et que je rêve d'un seul autre homme, ça peut parler de mon ombre. Quand je suis une femme et que je rêve d'une autre seule femme, ça peut aussi parler de mon ombre. Dernière direction que j'aimerais vous donner comme ça à la volée,
c'est que, retenez bien ça, plus l'image du rêve est farfelue, plus elle est en réalité symbolique. Donc, plus c'est irréaliste, en fait, plus ça doit retenir mon attention. De quoi ça parle? Et selon la jolie question d'Irving Yalom, qui est un psychiatre, un psychothérapeute américain, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que je rêve de ça maintenant? Quelle actualité ça a dans ma vie? De quoi ça parle dans ma vie maintenant? Alors, quelques directives pour finir. Seul le rêveur a la clé de son rêve. Personne d'autre que le rêveur, pas même moi quand je suis dans ma fonction psychothérapeute, personne d'autre que le rêveur n'a la clé de son rêve. Comment est-ce qu'on sait que la clé est là? Parce que le rêve nous parle, parce que l'interprétation nous parle, parce qu'on se dit « Ah mais oui !» parce que ça fait sens. D'accord? En revanche, il peut être précieux d'en parler avec d'autres. D'abord parce que faire le récit, c'est ancrer le sel dans la mémoire de l'état de conscience éveillé. D'autre part parce que l'autre peut nous aider à amplifier le rêve, comme on dit, c'est-à-dire lui dire à quoi ces éléments lui font penser. D'accord? Il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. C'est intéressant de décortiquer ses rêves avec d'autres. Simplement, la clé finale, elle appartient au rêveur. D'accord? Personne ne peut vous dire « t'as rêvé de ça parce que ça veut dire ça ». Personne. Autre chemin, autre conseil, c'est celui de noter vos rêves, de les noter sur un carnet de rêves. Parce que un rêve, c'est un message de l'inconscient. Et un rêve non noté, non mémorisé, c'est comme un message qui se perd. C'est un message qui n'a pas été reçu. Et plus vous notez vos rêves et plus vous les prenez en compte et plus vous allez rêver. Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque rêve, il faille faire ce travail qui est assez long en fait, de les interpréter, mais au moins accuser réception. Autre chose, il y a des moments dans la vie où on se souvient de ses rêves et il y a des moments où on ne s'en souvient pas. En général, on s'en souvient parce qu'on a le temps. On s'en souvient parce qu'on est détendu, typiquement quand on est en vacances ou en week-end. Quand on est dans le tunnel, quand on court, quand on a 1000 choses à faire, on ne se souvient pas de ses rêves et c'est pas très grave. En revanche, on sait par enregistrement neurologique, d'imagerie médicale, on sait qu'on rêve toutes les nuits et probablement au cours de la phase du sommeil paradoxal. Donc, on rêve toutes les nuits. En revanche, on ne s'en souvient pas toujours. Quand il ne reste qu'une bribe de rêve, peu importe, même une image peut être signifiante. Donc, c'est, voilà, simplement, on ne rêve pas tout le temps, ou en tout cas, on ne s'en souvient pas tout le temps. On n'est pas tout le temps disponible à se souvenir de ses rêves. Et puis enfin, pour les gens que cette vidéo frustrerait parce qu'ils ont l'impression de ne pas rêver, un moyen, c'est, par exemple, de se demander à soi-même, de demander à son inconscient de se souvenir du rêve le lendemain. L'autre moyen, c'est de mettre son réveil un quart d'heure plus tôt et de prendre le temps, dans cette phase où on est encore un petit peu endormi et un petit peu réveillé, de prendre le temps de mémoriser le rêve. Une fois que vous êtes réveillé, alors ça c'est valable pour tout le monde, notez-le tout de suite parce que le rêve s'efface avec une rapidité tout à fait étonnante. En fait, le rêve ouvre un autre état de conscience, un état de conscience différent, élargi. Et donc quand on revient dans l'état de conscience de veille, les images, les voyages qu'on a fait dans cet état de conscience élargi s'effacent à toute allure. Voilà pour le rêve. À bientôt. Au revoir.